Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité de la semaine. Et l'actualité de la semaine a été dominée par l'intervention télévisée du président de la République. Comment vous avez trouvé le président? Il ne vous a sans doute pas convaincu, mais est-ce qu'il a été clair? Vous savez, moi je ne demande qu'à être convaincu. Je suis pour une opposition ferme, mais pas fermée, pour une opposition constructive. À vrai dire, je l'ai trouvé décalé. Il avait l'air content de lui, satisfait de mettre en scène son opération de communication pour travailler sa popularité, mais derrière, je n'ai trouvé rien de concret. On sait bien que l'opposition est là pour s'opposer, c'est sa vocation, mais tout de même, le président Hollande est là depuis 10 mois, il a été élu pour 5 ans, il a encore du temps devant lui avant que vous le jugiez sévèrement. Bien sûr, François Hollande avait demandé à être jugé aux actes et à ses résultats. Comme vous l'avez dit, effectivement, Nadège Buljac, ça fait 10 mois que François Hollande a été élu président de la République. En 10 mois, on ne peut pas encore parler de véritable bilan, mais on peut quand même regarder les premiers résultats. Ces premiers résultats, quels sont-ils? Il a plombé économiquement la situation de la France, il a matraqué fiscalement les Français avec 32 milliards d'impôts supplémentaires, et des impôts supplémentaires pas seulement pour les plus riches, mais aussi pour les plus fragiles d'entre nous, pour ceux qui sont les plus exposés à la crise économique, avec par exemple les retraités, avec tous ceux qui paient l'impôt sur le revenu. 16 millions de nos concitoyens paient l'impôt sur le revenu et ont vu leur feuille d'impôt augmenter. Et puis en plus de les avoir matraqués fiscalement et de les avoir plombés économiquement, vous l'avez vu, il les divise sociétalement avec des réformes comme le mariage pour tous, comme celle annoncée du droit de vote des étrangers. Alors on va en parler. Il n'a qu'une vocation, c'est diviser sociétalement les Français. On va en moi, parler. je pars du principe que François Hollande a effectivement 5 ans devant lui, mais si les 4 prochaines années ressemblent à l'année qui vient de s'écouler, honnêtement, ce n'est quand même pas très bon signe. Alors tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'a pas réussi son explication. Ce matin, le sondage du JDD, Hollande n'a pas convaincu, mais est-ce qu'il pouvait réussir cette prestation compte tenu de la cascade de chiffres alarmants qui nous tombent dessus depuis quelques jours? Je sais bien que nous traversons une crise économique mondiale, peut-être sans précédent depuis 1929 ou depuis 1945. Je sais bien aussi que gouverner, c'est difficile. Mais justement, parce que gouverner, c'est difficile, justement parce que la situation économique et sociale est particulièrement compliquée, il faut un cap, il faut une vision. Mais concrètement, ceux qui ont écouté François Hollande à la télévision, ont-ils perçu ce cap? Ont-ils perçu cette vision? Non, ils ont assisté à un numéro de charme où François Hollande nous a sorti dans tous les sens, tel un mauvais bricoleur, une boîte à outils. Ce n'est pas mon expression, la boîte à outils, c'est la sienne. Mais croyez-vous que les Français attendent aujourd'hui un bricoleur qui sort sa boîte à outils, ou croyez-vous plutôt qu'ils n'attendent pas quelqu'un qui ait une vision, qui ait un cap, qui les emmène quelque part? Monsieur Nous Geoffroy ne Didier. savons pas, Nadège Buljac, aujourd'hui où François Hollande nous emmène. C'est ça qui est inquiétant. Et je vais vous dire, l'impression partagée que nous avons eue, c'est que François Hollande, parce qu'il ne fixe pas de cap, parce qu'il nous emmène nulle part, est en fait anxiogène. Vous dites qu'il est anxiogène. Alors moi, je voudrais savoir où en est l'opposition actuellement. Parce que François Hollande a également parlé de choc de simplification. Est-ce que vous aussi, à l'UMP, vous avez des propositions choc à faire aux Français qui sont, eux, comme vous dites, peut-être inquiets, anxieux, puisque vous parlez de situation anxiogène? Comment est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez les rassurer? Vous savez, le rôle de l'UMP aujourd'hui, c'est d'abord de s'opposer. De s'opposer, comme je le disais il y a quelques instants, de manière ferme et pas fermée. Et puis c'est aussi de construire un projet alternatif. Alors, dans le projet alternatif, il y a des choses que nous avons déjà faites sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et qu'il faudrait refaire, qu'il faudrait peut-être modifier et qu'il faudrait surtout amplifier. Moi, ce que j'attends de François Hollande, ce que j'attends d'un responsable public, et là j'essaie de m'inscrire au-delà des clivages partisans, ce sont des réformes de structure. Nicolas Sarkozy avait eu le courage, lui, de mettre au moins sur chantier, certaines n'ont pas pu arriver jusqu'à leur terme, des réformes structurelles. J'entends par réforme de structure, par exemple, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Nous avons embauché 1 million de fonctionnaires en France depuis 1992. Pensez-vous que c'est raisonnable? Pensez-vous que nous pouvons nous permettre? Nicolas Sarkozy avait eu le courage, même si ça n'a pas été suffisant et qu'à mon avis il n'est pas allé suffisamment loin, d'entamer la réforme des retraites. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas
ce que François Hollande compte faire sur les retraites. Parce que entre ce qu'il nous a dit jeudi à la télévision et ce qu'il avait promis dans ses 60 engagements de campagne, c'est contradictoire. Donc je crois qu'il faut que nous ayons... Non, Jean-Marc Ayrault, ce matin, au JDD, dit qu'il conserve la retraite à 62 ans. Mais Geoffroy Didier, comment vous expliquez quand même qu'avec un tel rejet de l'opinion, on n'a pas l'impression que l'opinion se tourne vers l'opposition, et on n'a pas l'impression non plus, malgré ce que vous dites, ce que vous venez de dire, que l'opposition ait des solutions à proposer? Vous savez, d'abord, si gouverner c'est difficile, perdre c'est aussi compliqué. Et nous sortons d'une période qui, pour l'UMP, il faut dire les choses sans tabou, ne pas faire de langue de bois, a été une période particulièrement difficile où nous sommes trop regardés le nombril, où nous avons tous été plus ou moins les acteurs d'un psychodrame inutile pour tous ceux qui veulent s'opposer à François Hollande. Et je crois qu'aujourd'hui, avec Jean-François Copé comme président de l'UMP, mais aussi avec tous les talents qui sont autour de lui, évidemment avec François Fillon, nous sommes en train de relever la tête. Nous avons organisé une première convention sur la fiscalité. Nous allons en organiser une la semaine prochaine sur l'autorité. À la droite forte, nous organisons une convention thématique mardi sur l'école. Donc nous sommes en train de relever la tête et nous sommes, en plus de nous opposer, en train de commencer à construire un projet alternatif. Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'histoire entre fillonistes et copéistes, plus de rivalité? Parce que jusqu'ici, ça brouillait quand même sérieusement l'image de l'UMP. Où on en est aujourd'hui? Où on en est? J'en suis conscient. Je vais vous dire, moi le 18 novembre dernier, dans le secret de l'isoloir, j'ai voté pour Jean-François Copé ou François Fillon. En l'espèce, pour Jean-François Copé, je ne m'en étais pas caché. Mais aujourd'hui, comme tous les adhérents de l'UMP, comme tous nos sympathisants, nous ne sommes plus copéistes ou nous ne sommes plus fillonistes. Nous sommes des opposants à cette gauche archaïque, laxiste et dépensière. Donc bien sûr qu'en haut, à Paris, au siège national de l'UMP, il y a des ambitions, mais ça fait partie de la politique, ça fait partie de l'engagement public, des ambitions qui peuvent se confronter. Mais à la base, et moi je suis porte-parole des militants puisque je suis l'un des animateurs avec Guillaume Pelletier du premier mouvement de l'UMP, celui qui est arrivé en tête des suffrages et qui d'ailleurs ne s'était pas manifesté pour Jean-François Copé ou pour François Fillon. Bon, eh bien, nous considérons que nous sommes unis, que nous devons prendre toute notre part au rassemblement et que les ambitions de chacun, les chocs d'ego doivent être mis de côté parce que nous ne pouvons pas nous le permettre. La gauche fait des bêtises tous les jours. Nous assistons à des couacs, même si je sais que vous, journalistes, vous n'avez plus le droit d'utiliser le mot couac puisque Najat Belkacem vous l'a interdit. Et bien, nous observons comme citoyens, comme militants. Ah bon? Oui, tout à fait. Et comme sympathisants, eh bien, nous observons un gouvernement qui part à volo, qui tire à hu et à dia. Enfin, regardez quand même la succession de couacs qui font qu'en fait, il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Je vous disais, François Hollande est anxiogène, et je pense que nous avons un problème, qui est le problème de Jean-Marc Ayrault. Parce que si François Hollande a été élu, lui, eh bien nous demandons à le juger aux actes, il a la légitimité populaire. Mais Jean-Marc Ayrault, lui qui a été nommé, semble une erreur de casting. Je crois qu'il y a un problème Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. Je crois que nous assistons un peu au syndrome d'Édith Cresson, où Jean-Marc Ayrault n'a aucune autorité. Il suffit quand même de regarder ce qui s'est passé. Vous avez Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui annonce la fin de la croissance. Vous avez le ministre de l'Éducation qui se substitue au ministre de la Santé en disant il faudrait peut-être dépénaliser le cannabis. Vous avez sur la taxation du diesel chacun qui donne son avis personnel. Et vous avez ce matin l'affaire Montebourg. Et l'affaire Montebourg, mais toutes les semaines il y a une affaire Montebourg. Toutes les semaines. Parce que chacun pense à sa communication. Vous disiez, Nadège Puljac, effectivement, il y a les ambitions de chacun à droite, mais il y a aussi les ambitions, les égos, les stratégies de communication à gauche de chacun des membres du gouvernement qui fait qu'il n'y a aucune harmonie, aucune autorité au sommet de l'État et qui donne l'impression quand même qu'il y a surtout un véritable amateurisme. Alors, je donne quand même l'information à nos auditeurs. Jean-Marc Ayrault confirme ce matin dans l'interview du JDD que son ministre Arnaud Montebourg, avec qui il était en désaccord à propos de Florange, l'a notamment accusé de gérer la France comme le conseil municipal de Nantes. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, c'est quand même pas glorieux. Vous voyez, on a un vrai problème au sommet de l'État. Et je pense que ce problème, il faut que François Hollande le règle au plus vite, de manière
urgente parce qu'ils ont quand même des dossiers très lourds à gérer et qu'il y a des urgences nationales, qu'il y a des préoccupations de nos concitoyens qui méritent quand même mieux que ces petits règlements de compte en interne. Alors, on va parler si vous voulez bien, de la mise en examen de Nicolas Sarkozy, puisque vous êtes de ceux qui appelaient à son retour sur la scène politique. Est-ce qu'on peut, pour vous, critiquer la décision d'un juge ? Écoutez, s'agissant de cette mise en examen, moi je veux quand même dire que j'ai été surpris et choqué. J'ai été surpris et choqué parce que, d'abord, je crois intimement à l'intégrité totale de Nicolas Sarkozy, qui pour moi est un honnête homme. Et puis j'ai été choqué aussi de voir ce florilège de commentaires, non pas ceux des amis de Nicolas Sarkozy, mais de ceux qui n'ont pas considéré qu'on ne respectait pas l'autorité judiciaire. Pardon, mais pour répondre à votre question, on peut, dans notre société, dans une démocratie, émettre légitimement un doute sur le soupçon exprimé par un magistrat à l'égard de quelqu'un qu'on considère comme profondément honnête, sans pour autant remettre en cause l'autorité judiciaire. La justice est humaine, la justice a déjà commis des erreurs, chacun en garde à l'esprit des exemples. Enfin, monsieur Guénaud a quand même parlé de déshonneur. C'est un terme un petit peu curieux quand même de la part de monsieur Guénaud d'accuser le juge Gentil d'avoir déshonoré son métier ou sa profession. C'est curieux. Nadège Fuljac, chacun s'exprime avec ses mots. Chacun s'exprime avec peut-être des mots mal choisis. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy tente aujourd'hui de calmer le jeu puisqu'il a suspendu son recours dans l'affaire Bettencourt dans l'attente d'un avis du Conseil supérieur de la magistrature qui, comme on le sait, a été saisi par Madame Taubira, garde des Sceaux, à la demande du président de la République. Alors peut-être que pour lui rendre service, il faudrait que ses soutiens eux aussi calment le jeu et n'emploient pas ce type d'expression. Moi, je vais vous décevoir, Nadège Fuljac, mais je suis solidaire de la colère exprimée par Henri Guénaud. Alors, bien sûr que chacun s'exprime avec ses mots et avec sa sensibilité, que je ne me suis pas exprimé avec les mêmes mots lorsque j'ai appris aussi que Nicolas Sarkozy avait été mis en examen. Mais je comprends la colère de ceux qui ont travaillé au plus près de Nicolas Sarkozy, qui savent parfaitement que c'est un homme intègre et qui ne comprennent pas cette décision. Et honnêtement, pardon, mais en tant que citoyen, en tant qu'observateur, j'ai effectivement trouvé que cette mise en examen était quand même tirée par les cheveux, qu'elle était alambiquée. Imaginez Nicolas Sarkozy, que vous connaissez tous, qu'on l'aime ou qu'on le combatte. Bon, imaginez Nicolas Sarkozy aller dérober l'argent d'une vieille dame sous prétexte que un ou deux témoins l'auraient vu, l'un en costume, nous avons tous vu Nicolas Sarkozy en costume, l'autre en col roulé, nous avons tous vu Nicolas Sarkozy en col roulé. Honnêtement, ça paraît tiré par les cheveux. Alors, et vous ne considérez pas... Nous ne pouvons rien dire, mais moi je vous le dis, je suis solidaire de la colère légitime exprimée par Henri Guénaud, qui est en fait une marque d'affection spontanée qu'a eu Henri Guénaud, et je considère aussi que l'on peut exprimer un doute sur le soupçon exprimé lui-même par un magistrat, tout en respectant l'autorité judiciaire. Et vous ne considérez pas qu'il va trop loin en mettant en cause directement la magistrature ? Je suis solidaire de la colère d'Henri Guénaud, et je pense que ceux qui vont trop loin, c'est par exemple Elisabeth Guigou, ancienne garde des Sceaux, qui elle s'est permise quand même de faire un rapport direct entre l'affection portée à Nicolas Sarkozy par ses amis et l'acte d'un fanatique qui a consisté à envoyer une balle sans poudre au juge Gentil. C'est ça qui est déshonorant. C'est l'expression utilisée par Elisabeth Guigou alors qu'Henri Guénaud a tout simplement manifesté une marque d'affection. Monsieur Didier, vous appelez de vos voeux Nicolas Sarkozy à revenir dans la perspective de 2017. Et ce qui vient de se passer, est-ce que ça obère ses chances de retour ? Je ne crois pas. Je crois que nous avons assisté justement à un véritable bloc de solidarité autour de Nicolas Sarkozy. Et je pense aussi que de plus en plus de nos concitoyens considèrent qu'il y a une forme d'acharnement. Alors je ne dis pas l'acharnement d'un juge, je ne dis pas l'acharnement de l'ensemble de l'autorité judiciaire, mais je dis quand même qu'il y a eu beaucoup d'accusations dont Nicolas Sarkozy a fait l'objet, souvenez-vous même de l'affaire Claire Stream, et puis finalement tout ça a fait pchit, pour reprendre une expression célèbre, et on avait découvert par exemple, s'agissant de l'affaire Claire Stream, que finalement Nicolas Sarkozy était victime. Bon. Et puis j'ai trouvé aussi que pendant son quinquennat,
Nicolas Sarkozy a été très injustement fustigé, dénigré, attaqué, et qu'aujourd'hui, alors même qu'il devient très populaire, eh bien, il est attaqué de nouveau par certains commentateurs, par certains journalistes et peut-être par certains juges. Eh bien, je trouve que face à cette forme d'acharnement, à mon avis, de plus en plus de nos concitoyens exprimeront une solidarité, une affection et une reconnaissance à l'égard de tout ce que Nicolas Sarkozy a pu faire pour la France. Je reviens au mariage homosexuel dont vous avez parlé il y a quelques instants. Hier, Le Monde faisait sa une sur la droite qui se radicalise sur l'opposition au mariage pour tous. Et il y a une crise de régime pour vous dans cette affaire, pour prendre l'expression de François Fillon? Je ne sais pas s'il y a une crise de régime, mais moi, ce que j'ai apprécié dans ces manifestations, c'est que les gens, les familles, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, de toutes les générations, allaient manifester pour des valeurs. Pour des valeurs. Et puis j'ai trouvé que la manière dont le gouvernement avait fait preuve de sectarisme à leur endroit était quand même inquiétante. Parce que, prenons par exemple la dernière manifestation, qui a fait l'objet de heurts, eh bien, moi j'ai observé que le préfet de police a mis beaucoup de temps à recevoir les organisateurs de la manifestation. Étonnant. J'ai observé aussi qu'ils ont laissé faire une manifestation statique, alors que chacun sait qu'une manifestation statique comporte des risques pour la sécurité. Étonnant. J'ai trouvé quand même aussi étonnant que Christine Boutin, que des élus de la République, nous avons tous vu les images à la télévision, que même des familles fassent l'objet de jets de gaz lacrymogène. Honnêtement, Christine Boutin, ce n'est pas un skinhead. Donc je trouve ça surprenant que l'on traite de la même manière quelques agités, quelques délinquants, et il peut toujours y en avoir dans une manifestation et dans un regroupement, et puis des élus de la République et des familles. Je crois que sur cette affaire, le gouvernement n'a pas voulu voir la réalité en face, que le gouvernement a sous-estimé le succès de cette manifestation, et que certaines personnes qui n'auraient pas dû l'être en ont été victimes. Nadège? Alors, Oui, alors je reprends la main si vous voulez bien. Sur l'heure et quart qu'a duré la prestation présidentielle, il y a eu un court passage sur le Mali et la Syrie. Sur cette séquence, vous êtes en accord avec la politique suivie? Globalement, oui. Je suis en accord s'agissant du Mali, d'abord sur le principe même d'aller au Mali, même si je trouve que nous y sommes allés, s'agissant des modalités, de manière isolée, de manière impréparée. J'ai trouvé qu'il était effectivement un peu curieux que nous y allions seuls, mais sur le principe, je suis d'accord. S'agissant de la Syrie, je suis aussi d'accord, vous le voyez, quand je suis d'accord, je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Je suis aussi d'accord avec la position de François Hollande qui consiste à ne pas vouloir trop donner d'armes aux rebelles, de peur que ces armes-là tombent dans les mains des radicaux extrémistes. Effectivement, là-dessus, sur la politique étrangère, s'agissant en tout cas de la Syrie ou du Mali, même si je regrette certaines lenteurs qui ont pu s'exercer cet été s'agissant de la Syrie, et même si je regrette les modalités d'action pour aller au Mali, sur le principe, je soutiens cette action. Alors, puisqu'on en parle, je poursuis sur le même sujet ou sur la même région. En tout cas, il y a un débat aujourd'hui en France et peut-être même en Europe sur le fait de savoir si le Hezbollah libanais est, oui ou non, un mouvement terroriste. Est-ce que l'UMP va évoluer là-dessus? Écoutez, je le souhaite en tout cas. Moi, je pense que la branche militaire du Hezbollah doit être inscrite sur la liste des organisations terroristes selon l'Union européenne. Je n'oublie pas quand même que nous avons été frappés sur le sol européen, en Bulgarie, depuis l'année dernière, et que 5 touristes israéliens ont été tués en Bulgarie, et que, d'après les informations qui sont rendues publiques, même si je n'ai pas plus d'informations moi-même, le Hezbollah aurait une part de responsabilité dans cet attentat. Donc je pense qu'il faut que nous avancions, que nous ayons le courage de dire
certaines choses concernant le Hezbollah et qu'effectivement, sa branche militaire devrait être inscrite sur la liste des organisations terroristes selon l'Union européenne. Nadège Fugel. Alors après l'affaire Babilou, à votre avis, est-ce qu'il faut de nouveau légiférer sur la laïcité en France ? Je crois. Je crois que nous avons franchi une première étape lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui était une étape nécessaire et primordiale, qui consistait à interdire le port de la burqa dans l'espace public. Et d'ailleurs, je regrette que le Parti socialiste, qui est quand même aujourd'hui largement représenté par Manuel Valls, qui donne de grandes leçons de vertu et beaucoup de coups de menton, eh bien, n'ait pas été au rendez-vous au moment de cette loi. Je ne suis pas étonné de voir que parmi toutes les réformes mises en œuvre par Nicolas Sarkozy, l'interdiction du port de la burqa dans l'espace public était l'une des plus marquantes dans l'opinion. Pourquoi ? Parce que je crois que, évidemment, il faut respecter la dignité de la femme, mais qu'en plus nous devons affirmer des valeurs. Et que si chacun a le droit d'exercer librement son culte dans ce pays, nous devons dire avec la même force que nous vivons dans une république laïque et que imposer l'indignité à certaines femmes et faire preuve de fanatisme et d'extrémisme n'est jamais la solution dans notre République. Et puis, s'agissant effectivement de la décision de la Cour de cassation sur Babilou, je crois qu'elle nous a tout simplement fait comprendre à nous, responsables publics, que si le droit ne pouvait plus rien, eh bien c'était à la politique d'agir. Et que nous devons désormais légiférer pour limiter et pour encadrer le port de signes religieux ostentatoires dans certaines structures. Alors j'ai vu que François Hollande avait exprimé jeudi soir son souhait qu'on évolue sur les structures qui accueilleraient les enfants, mais peut-être faut-il aussi aller plus loin. Alors on arrive au terme de l'émission, on va terminer par la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec ce site, nous vous posons la question, Geoffroy Didier, quel est votre livre de chevet, quel livre lisez-vous en ce moment ? À vrai dire, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui retient véritablement mon attention, qui s'intitule La vie liquide, qui est un ouvrage du sociologue polonais Zygmunt Bauman. Et la vie liquide, en quelque sorte, c'est le triste sort de notre époque où, face à la mondialisation, face à cette liberté absolue des marchés, eh bien, on a tendance à perdre ses repères, perdre ses attaches. Et on en oublie même la solidarité. Donc nous ne sommes plus véritablement solides, nous sommes liquides, comme le dit l'auteur, c'est-à-dire un peu changeants, mouvants. Et je trouve dommage que certaines valeurs intangibles se perdent. Alors ça, c'est le diagnostic d'un sociologue, mais c'est aussi, et c'est l'enseignement que j'en tire, un défi à relever pour nos responsables publics, pour nous ce que nous sommes. Eh bien, nous devons, et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'UMP, c'est aussi un des objectifs de la droite forte que j'anime avec Guillaume Pétier, nous devons remettre un peu de solidité dans ce pays. La vie solide, c'est le prochain slogan de l'UMP. Par exemple. Merci de votre idée. Eh bien, écoutez, donc, La vie liquide de Zygmunt Bauman. Merci, Geoffroy Didier, Merci secrétaire général adjoint de l'UMP, qui était ce matin l'invité du Grand Entretien, un grand entretien que vous pouvez retrouver sur le site de notre station www.radio-rcj.info ainsi que sur YouTube, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur YouTube, y compris à nos auditeurs du Canada que je salue. Merci, bon dimanche à tous, bonne fin de fête de Pessah et dans un instant la suite de nos programmes.